Salut à tous, bienvenue. Une occasion un peu exceptionnelle d'accueillir un confrère, journaliste et pas des moindres, Enrique Zimmermann Benaroche. Il a beaucoup de casquettes à son actif. Il est également professeur à IDC. Il est candidat au Parti travailliste et on est ravis de l'accueillir pour un parcours d'Alia. Mais oui, vous ne le savez peut-être pas, mais Enrique Zimmermann parle français. Bonjour. Oui, bonjour Cathy, comment ça va? On est ravis de vous accueillir. Moi, je suis très content d'être là. Alors, très honoré parce qu'en plus, c'est le démarrage du studio Qualita à Tel Aviv et donc ça nous fait plaisir. Qui est merveilleux, vraiment. Vous avez ici des conditions fantastiques. Mais je suis bien d'accord avec vous. Besha Tova. Toda Rabba. Alors, Enrique, ça paraît peut-être un peu bizarre parce que vous n'êtes pas français à la base. C'est vrai. Vous êtes né à Porto. Exactement. Dans une famille juive, bien sûr. Et vous avez très petit eu l'envie de venir vivre en Israël. C'est vrai. Je suis né au Portugal, alors, à Porto. Et quand j'avais 11 ans, j'ai informé à mes parents que je voulais faire monter en Israël. Et ils sont, ma mère encore vit, ils sont très juifs dans son âme et dans sa forme de vie, mais ils n'avaient jamais pensé en venir en Israël dans cette époque-là, quand j'étais un gosse. Mais on est allé au rabbin à Lisbonne pour me préparer pour la bar mitzvah et il me dit qu'il y a un consul qui est arrivé d'Israël pour la première fois et qui faisait une fête du jour de l'indépendance, Yom Ha'atzmaut. Exact. Alors j'arrive là-bas, je vois une très belle femme de 30 ans qui était en train d'essayer de dormir un bébé qui était né, ça fait quelques mois, et un consul qui avait combattu dans la guerre des 6 jours, il était un héros de guerre. Il s'appelle Michael, et il a commencé à parler sur le futur d'Israël. J'étais en choc. Pour moi, c'était quelque chose de vraiment qui m'a touché mon cœur. Et ce soir, quand on est rentré à Porto, j'ai dit à mes parents que j'ai décidé, j'avais 11 ans, je veux vivre en Israël. Et en plus, le bébé qui était là-bas, le bébé du consul, est aujourd'hui ma femme. Ah bah ça c'est incroyable. Ce sont des histoires comme on les aime ici. Alors, je suis obligée de vous poser la question parce que vous parlez français parfaitement. Comment avez-vous appris le français? D'où ça vous vient? Eh bien, je ne sais pas. On est des polyglottes, parfois des polydiotes, je dis. Vous parlez au moins 5 langues, oui. Je travaille en 5 langues, c'est vrai. Et, au Portugal, on était obligé d'apprendre le français à l'école et l'anglais. Ma mère, elle est espagnole, du Maroc espagnol. Alors, la première langue que j'ai entendue, c'était l'espagnol. Le portugais, c'était ma langue au Portugal. Et l'hébreu, je l'ai appris ici très vite. Quand je suis arrivé, j'avais 16 ans. Et oui, parce que ce rêve d'enfant s'est transformé en réalité. Alors, au début, c'était pas pour une alia. C'était simplement pour découvrir le pays, faire du volontariat au kibbutz. C'était vraiment pour voir si mon rêve était réel. Si ce que je voulais voir, c'était vraiment ce que je pensais que j'allais voir. Et j'étais au kibbutz et j'ai décidé après 2 mois que je envoyais un télégramme. Tu te rappelles, il avait une chose comme ça. Tu es plus jeune. On était loin d'Internet et des réseaux sociaux, c'est sûr. Et j'ai envoyé un télégramme à mes parents qui disait « Je reste en Israël ». Et après, il faudrait vraiment prendre et avoir une école où finir le bac. Alors, j'ai trouvé un internat qui s'appelle Mossinzon à Hod HaSharon. Et on m'a dit, écoute... Qui fonctionne toujours. Oh, c'est vrai. Et on m'a dit, écoute, tu as 8 mois pour apprendre l'hébreu. Je savais lire de la bar mitzvah, mais je ne parlais pas. Et on m'a dit, tu auras des examens de Tanakh, de Torah. Ça qui était complètement inconnu pour vous. Exactement, littérature, etc., en hébreu. Et je l'ai fait, je suis très fier de l'avoir fait. Après, j'ai fait l'armée en Israël, je suis officier à l'armée, j'ai fait de la réserve pendant 30 ans. Et aussi, je suis devenu un prof à l'université, j'étudiais à l'université. Et ça a continué. Ça a continué et surtout ce qui est assez intéressant dans votre histoire, c'est que vous avez commencé par l'éducation informelle. C'est vrai. Vous avez dirigé
un endroit assez connu à Jérusalem, bien sûr, qui était dirigé juste avant votre arrivée, dirigé par Chaim Matzitz. C'est vrai. Kiryat HaNoar. Kiryat Moria. Kiryat Moria. Il y a Kiryat HaNoar à Kiryat Moria. Voilà, Kiryat Moria. Et c'est comme ça que tout a commencé, en fait, pour vous. C'est vrai. Je crois que cette base que j'ai reçue là-bas, elle m'accompagne jusqu'à aujourd'hui. Parce que Chaim Matzitz, Zichrono Livracha, il était mon prof vraiment. J'ai appris avec lui dans cette époque-là, c'était très très originel, à utiliser le multimédia, à rentrer dans le monde moderne dans cette époque. Les diapositives, les films, les vidéos et la créativité extraordinaire que cet homme avait. Et je crois que j'ai appris beaucoup avec lui. Après, j'ai eu un dilemme et j'ai su que les Américains étaient en train d'organiser une conférence de paix à Madrid. Personne ne le savait pas. Et j'ai commencé à annoncer ça dans la presse en Israël. Tout le monde était en choc. Donc vous étiez déjà journaliste ? Il paraît que j'avais ça dans mon ADN, je ne sais pas. Mais... Parce que on n'a pas parlé de votre carrière, mais vous avez plus de 22 prix dans le cadre de votre profession. Vous avez travaillé avec la télévision espagnole, vous avez travaillé avec la télévision israélienne, vous travaillez toujours avec Ulpan Chichi. C'est vrai. Et là, en Portugal, en Brésil, aussi, aux États-Unis, en Chine. Je travaille en anglais avec la Chine. Mais c'était quelque chose qui a été construit, je disais, graduellement. Je suis parti à Madrid comme un analyste, vraiment, et je suis rentré un journaliste. Je travaillais déjà avec la télévision espagnole et les Portugais. Vous avez délaissé le monde de l'éducation informelle pour vous consacrer à votre passion, en fait. C'était un problème, oui, c'était un dilemme, mais je croyais que c'était très important de représenter Israël vers la presse étrangère. C'était toujours quelque chose que j'avais la sensation qu'on ne faisait pas vraiment un bon travail. Ça veut dire que vous aviez la sensation qu'Israël était représenté d'une façon très différente de la réalité que vous viviez. Toujours. J'ai vu ça. Malmené dans les médias. Exactement. Et pour moi, c'était vraiment ce qu'on dit en hébreu, une mission, une shlichut, d'essayer de montrer un autre aspect d'Israël qui n'était pas dans la presse européenne, bien sûr. Alors vous qui avez été un olé Hadash, on peut dire ça comme ça, même si vous n'êtes pas monté de France mais du Portugal, comment vous vous sentez par rapport à cette vague d'Alia des Français qui sont arrivés en masse? On parle de plus de 25 000 olim en 4 ans. Enfin, c'est assez important. On a eu plus de 8 300 olim en 2016, si je ne me trompe pas. Cathy, pour moi, c'est une victoire presque personnelle. Quand je vois des olim qui viennent ici, je crois qu'un des grands miracles de ce pays, c'est qu'on a pu, après 1948, absorber, comment tu dis ça, intégrer en Israël 3 200 000 juifs de toute la diaspora. Je crois que c'est extraordinaire. Et quand je vois des juifs qui viennent de la France, un pays très développé, très moderne, un pays qui attire beaucoup de personnes, et ils viennent ici en Israël et ils veulent être part de cette grande aventure, de ce grand start-up qui est l'État juif. Pour moi, c'est quelque chose qui me touche et que je crois qu'il faut renforcer, pas seulement avec les Français. Les Français, ils sont très importants parce que c'est une communauté énorme qui a de certains problèmes aujourd'hui, toute l'Europe, je crois que tout l'Occident, ce qu'on voit qui se passe, et je crois que ça va pas finir bientôt. Mais de toute façon, je crois que amener des Juifs de tout le monde, de la diaspora, ça doit être une des premières missions de l'État d'Israël, même aujourd'hui, en 2019. Donc vous acquiescez, on va dire, à la prise de position de Naftali Bennett qui a annoncé, notre ministre de l'Éducation, qu'il voulait vraiment faire monter les 200 000 Juifs potentiels qui voulait les faire arriver en Israël. J'étais là en 1900, la fin avant l'année 2000. Je crois pendant 10 ans, on a vu ici 1 million de Juifs qui arrivaient de l'Union soviétique, de la ex-Union soviétique. Et j'ai vu le miracle qui arrive. Regarde aujourd'hui comme ils sont dedans tout,
dans la société israélienne, comme ils sont dans les universités, dans les orchestres symphoniques, comme ils sont dans l'Institut Weizmann, au Technion, comme ils sont dans l'armée. Tu les vois partout comme une partie intégrale de la société. J'espère que c'est ça ce qui va se passer avec les Olim Hadashim de la France maintenant, donc avec la prochaine génération, et j'espère que ça va continuer. Alors, c'est important aussi pour moi d'avoir un peu le sentiment de vous, lorsque vous étiez un peu plus jeune, plus fraîchement arrivé ici. Il y avait des difficultés, il y avait de l'admiration pour ce pays. Qu'est-ce qui était votre moteur ? Il y avait les deux choses. Je crois que j'écris un diaire d'après que j'avais 14 ans. Un journal. Un journal, exactement. Okay. Et je retourne et je vois ce que j'écrivais, cette première époque en Israël, les premières années, quand je travaillais dans un restaurant pour payer mes études dans l'université. Et après, tout le développement a commencé à marcher. Et vraiment, je crois que l'émigration, c'est un moment qui peut être traumatique aussi. Il y a beaucoup de difficultés. Mais je crois qu'ici, c'est pas une émigration en Australie. C'est quelque chose qui est proche à nous. Je crois que c'est quelque chose de très fort pour notre identité comme des Juifs. On est un petit peuple, mais qui fait beaucoup de bruit et qui donne beaucoup à l'humanité. Et on peut être très fiers de ça. Alors, vous avez été nominé en 2015 pour être prix Nobel de la paix. Est-ce que c'est suite à votre action pour, votre rapprochement, on va dire, avec le pape pour le faire venir en Israël, ce que vous avez réussi à faire d'ailleurs? C'est vrai. Ça fait 5 ans, c'était une des grandes aventures que j'ai eues comme journaliste. Le pape m'invite, et il envoie un ami rabbin. Mais il faut dire comment il vous a connu, c'est ça qui est aussi rigolo. Il me voyait en la télé, il était fan. Argentine, oui. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'il a dit. Vous travailliez sur la télévision espagnole qui était rediffusée en Argentine. Exactement. Et il vous regardait d'Argentine. Il regardait, il disait qu'il enregistrait mes reportages tous les dimanches parce que parfois il ne pouvait pas le voir en direct, alors il voulait le voir après. Parce qu'il voulait entendre parler d'Israël? Beaucoup. Il est un grand ami du peuple juif et d'Israël aussi. Il faut parfois être très diplomatique, il doit être diplomatique, il a une grande communauté arabe, chrétienne, alors il faut garder un peu... Il ne peut pas dire vraiment ce qu'il pense, franchement. Exactement. Mais vous le faites pour lui. Mais il m'a invité, et alors j'étais là-bas avec ma femme, avec Yael, le bébé du consul, et aussi avec une équipe de la deuxième chaîne d'Israël, et on est venu chez lui avec le rabbin. Et je me rappelle le choc de tout le monde quand il voit une caméra pour la première fois dans l'histoire, dans le Vatican, dans la résidence du pape. Et le pape arrive, il commence à parler avec nous comme un frère du rabbin, et après comme un bon ami, il m'invite à manger. Et il me dit, et après parler en caméra, je veux vous demander quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire pour Israël et pour le Moyen-Orient ? Alors, je ne savais pas quoi répondre, je te jure, Cathy, c'était un moment de choc. J'étais paralysé, mais je crois que quelqu'un de là-bas m'a aidé. Et j'ai dit, écoutez, Pape Francisco, venez. Vous devez faire une visite en Israël et que ça soit votre première visite comme pape. Ça donnera un message aussi au peuple juif, parce qu'il me disait que le peuple juif est très important pour lui. Alors il me dit, est-ce que tu m'aides à organiser la visite? Et je lui ai dit, écoutez, Papa Francisco, vous n'avez pas besoin de moi pour vous aider, mais si vous voulez, bien sûr. Je ne savais pas ce que je disais parce que je retourne en Israël et les mails et les téléphones à mon cellulaire commençaient à moi et c'est aussi ça qui est rabbin. Extraordinaire aussi en Israël, c'est cet éventail de possibilités. Tout est possible ici. C'est vrai. Ici, je dis ce que Abba Eban disait. Ceux qui ne croient pas en miracle ne sont pas réalistes. Écoute, les dimanches, il m'appelait, presque tous les dimanches, l'après-midi, il m'appelait, il est libre. La première fois qu'il m'a appelé, je croyais que c'était un copain argentin qui voulait rigoler. Blague. Alors, il m'a dit « Soy Papa Francisco » et je voulais dire « Yo soy Napoléon ». Mais je n'ai pas dit ça et c'était lui. Et on a commencé à travailler ensemble. J'ai aidé à organiser la visite. Après, il m'a demandé d'organiser la prière pour la paix avec le président Shimon Peres de Zichrono Livracha et avec Abou Mazen, le Palestinien.
Et c'était très dur d'organiser ça, mais on l'a pu. Vous l'avez fait. Alors justement, à l'époque, vous n'étiez pas encore engagé politiquement. Ça paraît assez incroyable d'ailleurs, mais vous vous êtes vraiment engagé officiellement il y a seulement 1 an. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été déclencheur? Pourquoi? Je regarde les jeunes. Nous, à la maison, ma femme et moi, on a 3 enfants dans l'armée, 2 garçons, 1 fille. Je vois les dangers dans la région. J'ai été 3 fois en Irak, dans la guerre avec Daesh, l'État islamique. J'ai été partout, en Syrie. Vous avez beaucoup voyagé dans les pays arabes. Exactement. Ouais. Je participe régulièrement en négociations informelles avec le monde arabe. Et dans les dernières années, j'ai découvert quelque chose d'incroyable qui se passe, que la géopolitique de la région a changé complètement. Qu'il y a aussi des dangers, c'est vrai, mais il y a aussi des possibilités. Il y a un réchauffement. Avec les pays arabes sunnites. Et je viens, ça fait 10 jours, j'étais avec le leader du Parti travailliste, Avi Gabay. On était les 2, seuls, dans un pays arabe très important. Vous avez été invité parce que ils cherchent des solutions, ils cherchent à rencontrer l'opposition, on va dire. Bien sûr. Et ils nous ont... J'étais avant seul dans une conférence sur géopolitique au Qatar. Et j'étais dans des autres pays que je ne peux pas dire. Et vraiment, je vois les possibilités. Mais là, vous êtes, puisque vous n'étiez pas encore, là, vous avez parlé d'une visite avec Gabay, donc là, vous étiez déjà engagé politiquement, mais avant ça, vous le faisiez naturellement. Bien sûr. Parce que c'était quoi? C'était quelque chose qui était important pour vous? Très important. Je pense dans le futur d'Israël. Je veux qu'on arrive au 100 ans d'Israël avec des accords avec nos voisins. Ce qui vous motive, c'est quoi? C'est la recherche de la paix? C'est ça? La recherche de la paix et la force d'Israël. Pour moi, je veux assurer le futur d'Israël. On a encore des menaces importantes dans cette région. Je crois vraiment de mon cœur que, apparemment, je l'ai dit ça le Shabbat à nos enfants qui sont à l'armée dans des unités de combat. J'ai dit, je suis triste de vous dire ça, mais je crois qu'on va devoir lutter pour des générations si on veut rester ici. Mais en même temps, il faut essayer de trouver des coalitions, de trouver des alliances avec les voisins de cette région, entre les Saoudites, les Émirats, l'Égypte, le Maroc, la Jordanie, avec qui on peut arriver à des accords, au moins des accords partiels de normalisation diplomatique. Donc plutôt de se focaliser sur le problème palestinien, ce serait plutôt trouver des accords, des partenariats avec des pays arabes qui sont a priori pas toujours très amis avec nous, de changer un peu cette donne-là et de, grâce à ça, faire changer la donne à l'intérieur. Avec les Palestiniens, il y a 2 paramètres que je veux respecter. Je veux une majorité juive claire dans l'État juif dans Israël. Aujourd'hui, entre le Jourdain et la mer Méditerranée, on a presque le même numéro de juifs et d'arabes. Et un État binational, on voit ce qui arrive à Kosovo et à Serbie et à Bosnie. Et c'est très, très dangereux pour Israël, pour le futur. Je crois qu'on doit avoir une majorité claire juive dans l'État d'Israël. Et pour ça, il faut des frontières. Et nous, après 70 ans, on est le seul pays du monde qui n'a pas de frontières reconnues encore. Je crois qu'il est arrivé le moment. Il faut avoir un État juif clairement et en même temps un État démocratique. Alors pourtant, certains, je voulais pas rentrer tout de suite dans le débat, mais puisqu'on y est, certains pensent que on est déjà dans une certaine annexion de ce qu'on appelle les territoires, qu'on est déjà, il y a beaucoup d'Arabes qui ont des postes importants et qu'on est déjà non pas dans un État binational, mais qu'on s'approche d'un État unique. Je n'entends plus, je sais pas pourquoi. Moi non plus. Le son, okay. D'accord. Apparemment, moi non plus j'entends plus, mais c'est pas grave. Voilà, là c'est mieux. On entend maintenant. C'est normal, c'est une première aujourd'hui. C'est la première. On fait avec, voilà. Donc, ça vous dit quoi? Ça me motive encore plus à essayer d'arriver à des accords.
Il faut avoir une majorité juive en Israël. Mais ça, je suis bien d'accord avec vous. Et le pays binational, c'est une menace pour notre Alors futur. quoi, ce serait 2 États pour 2 peuples? Écoutez, aujourd'hui, je crois que c'est bien raisonnable, c'est bien réalisable? Nous, avec eux seuls, on ne peut pas. D'accord. C'est pas par hasard que ça n'a pas arrivé pendant 25 ans, 26 ans qu'on a essayé. Il faut avoir le monde arabe avec nous. Les mêmes actions auront toujours les mêmes effets. Je crois qu'il y a un intérêt très, très important aujourd'hui dans les principaux pays arabes de nous aider à arriver à un accord parce qu'ils ont des autres priorités. Aujourd'hui, ils ont peur de l'Iran, ils ont peur du terrorisme djihadiste qui est une menace très grande pour beaucoup de pays et Israël, il est du même côté. Tout simplement. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce qui vous a fait basculer dans l'engagement officiel politique? J'ai commencé à parler avec des politiciens israéliens. J'ai décidé que, je vais vous dire, ma fille, quand elle a commencé l'armée, Noah, elle m'a dit une chose. Moi, j'étais le dernier journaliste qui a interviewé Yitzhak Rabin. Exact, on ne l'a pas précisé, mais il vous a donné la dernière interview de sa vie. C'est vrai. Et c'était très dramatique dans ma vie, ça. Et ma femme, elle a travaillé avec Yitzhak Rabin après l'armée et pendant les élections de 1992. Et nous, on était très motivés. On pense dans le futur de ce pays. Et ma fille vient et elle me dit, « Papa, tu as gagné beaucoup de prix déjà. Tu es un journaliste très connu dans le monde. Mais qu'est-ce que tu vas faire pendant les prochains 10 ans? Pourquoi tu n'aides pas Israël à être mieux, à être plus fort, à être avec plus de paix, plus de tranquillité. Et j'ai connu Avi Gabay, un homme très intéressant, un homme qui est né à Jérusalem, d'une famille marocaine de Casablanca. Il est venu à Jérusalem, il vivait 10 personnes dans une chambre. Oui, c'est une famille sans moyens. Mais on l'a reconnu comme un génie et on l'a pris dans une école spéciale à Jérusalem. Et il est devenu il est devenu le président du Bezek, la plus grande compagnie d'Israël, et quand il avait 39 ans. Après, il est devenu ministre et après, il est devenu le président travailliste. Et il est venu dans un meeting, dans une conférence avec le monde arabe où j'étais, c'était secret. Et il m'a vu, moi je l'ai vu. Et il m'a dit, écoute, j'en ai besoin de quelqu'un comme toi pour les relations extérieures. Et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que vous pensez qu'il y a une nouvelle vague, un nouveau courant? Parce que c'est vrai que certains sont restés bloqués. Il y a beaucoup de critiques sur le parti. En tout cas, je parle de la communauté francophone qui critique beaucoup le parti travailliste en disant qu'ils sont restés bloqués au niveau des accords d'Oslo, qu'ils restent sur des lignes et des actions qui en fait n'ont pas du tout marché et qui ont coûté beaucoup, qui ont coûté cher. Le prix du sang a été lourd pour l'État d'Israël. Est-ce qu'il y a du changement? Je vais vous dire une chose. Je crois qu'il faut... C'est pas la même chose regarder la réalité de Paris ou de Nice ou de Marseille. Non, c'est sûr. Et la regarder de Jérusalem, de Tel Aviv ou de Haïfa. Ici, moi, je suis un patriote. C'est la cause de ma vie, Israël. Mais je lis beaucoup, je connais beaucoup, je parle avec beaucoup de gens. Et je vois par exemple que si vous regardez tous les gens de la sécurité israélienne, les généraux d'Israël, les gens qui étaient les chefs du Mossad et les chefs de Shin Bet dans le passé, il y a 250, plus ou moins, 220, 230, ils sont pour ce que je viens d'expliquer. Un accord régional qui inclut des accords avec les Palestiniens. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que l'alternative, elle est beaucoup plus dangereuse pour Israël dans le futur. Parce qu'on perd notre caractère juif. Il faut se rappeler de ça. Aujourd'hui, la droite israélienne, elle n'a pas de solution pour le futur. Comment on garde le caractère juif d'Israël? On dit on va avoir un miracle, on va avoir une grande alia, mais je ne peux pas laisser le futur d'Israël dans les mains d'attendre que ça va, quelque chose de bien va arriver. Il y a eu quelques actions qui ont été faites, notamment cette année, je pense avec la Croc-Aléum et tout ça, mais bon... Mais ça, c'est déjà des autres choses. Je crois que
ici, c'est une question, on doit prendre trois paramètres très clairs. Sécurité, sécurité et sécurité. Et après, on vient avec toutes les autres choses. Mais pour moi, l'important, je pense à l'intérêt de Am Israël. Pour moi, c'est le plus important. Et l'intérêt d'Am Israël, c'est avoir un État juif et un État démocratique. Alors, qu'est-ce que vous feriez si jamais vous gagnez les élections, qui vont peut-être arriver, on ne sait pas, apparemment ça se profile à l'horizon. Qu'est-ce que vous feriez pour l'Alia de France? Pour l'Alia de France. Toute l'Alia de France, de Belgique, du Brésil, aux États-Unis. Quelles mesures vous prendriez pour faciliter justement l'Alia et l'intégration? Je crois que je deviendrai un lobby pour les Olim. Parce que je vois très peu d'Olim dans le Parlement. Une fois par semaine, je suis dans la Knesset. On ne voit presque pas des Olim dans la Knesset, comme membre de la Knesset. La même chose dans le gouvernement. Je crois que les Olim, ils sont un peu oubliés par la politique israélienne. Et pour moi, c'est très, très important. Mais concrètement, vous feriez quoi? Concrètement, il faut faire tout. Il faut essayer de faire la promotion de l'Alia d'une façon beaucoup plus professionnelle. Il faut de l'argent, il faut du budget. Dans le monde, bien sûr. Et nous, aujourd'hui, Cathy, on n'est pas un pays pauvre. On a des pauvres dans le pays. Mais aujourd'hui, on a comment tu dis, le per capita, on a pour chaque citoyen, $40,000. C'est plus que le Japon. C'est plus que la France, je crois. C'est plus que l'Italie ou l'Espagne. Alors, on est un pays qui a des moyens, mais simplement, il faut décider les priorités d'une autre façon. On a du besoin des professions pour les Olim. On a des besoins des meilleurs ulpanim avec les techniques les plus modernes. On a besoin d'habitation. Bien sûr, des écoles pour les Olim, pour les enfants qui les aident à rentrer dans la société israélienne. Et l'habitation, c'est une priorité. C'est pas un problème seulement des Olim, c'est aussi un grand problème des jeunes Israéliens. Aussi, les prix dans ce pays, ils sont très, très hauts. Et c'est pas inévitable. Il faut commencer une campagne. On voit ce qui se passe maintenant avec le gaz et avec l'électricité dans le pays. Et c'est pas normal. Et c'est pas normal. Il faut lutter contre ça. Mais l'Alia, c'est une des choses plus importantes dans mon programme. Plus beau souvenir, Enrique, pour terminer. Je sais que vous en avez des tas, des tonnes en Israël, à l'étranger, mais on a toujours quelque chose en tête qui nous marque, qui nous porte? L'accord de paix entre Israël et la Jordanie, c'était dans le désert, dans la Arava, et c'était un moment où Abba Eban, le diplomate numéro 1 d'Israël, c'était déjà un monsieur qui n'était pas dans la politique, et j'étais à côté de lui dans le moment où Bill Clinton, Yitzhak Rabin et le roi Hussein signaient la paix. Et il me regarde, Abba Eban, et il me dit, il n'y a pas de paix sans larmes. C'était un moment qui m'a touché. Sans larmes? Oui. D'accord. Et que je vais me rappeler toujours. Et un autre moment, c'était le moment où j'étais en Israël 2 ans, et j'étais seul dans la télévision, et je voyais Anwar el-Sadat, le président de l'Égypte, qui arrive à Lod, à l'aéroport, et c'était comme science-fiction de voir tout ce qui passait là-bas, dans ce moment-là. Personne ne croyait. Il avait une unité spéciale de l'armée israélienne qui était autour de l'avion parce qu'on pensait que c'était des terroristes qui faisaient une embuscade à Israël et qui voulaient tuer tout le gouvernement d'Israël. Et il arrive, il va à Jérusalem, et le reste, c'est l'histoire. Menachem Begin a signé avec lui. 77. Alors pour moi, c'était un moment incroyable. Je me rappelle de David Broza, le chanteur israélien. C'est sympathique, David Broza. Qui chantait Yetov. Et ça, je m'accompagne toute la vie. Ok, en tout cas, c'était un moment extra de passer, de dérouler un peu le fil de votre histoire. Bon, évidemment, c'était résumé parce qu'il y a des tas de choses, on ne peut pas parler de tout, mais c'était intéressant d'avoir votre point de vue. On était ravis de vous faire connaître au public francophone qui nous suit. Be'atzlacha pour la suite. Et Cathy, continuez votre grand travail ici, c'est très très important. Et ça doit accompagner et aider à l'intégration des Olim de la France. On espère que ce sera réussi, que ça continuera. À bientôt. Allez, bye. À bientôt. Ciao. Bye bye, Cathy.
כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.